Cette vidéo est la propriété de Daniel Juillet Saint-Martin de Crau avril 2022. L'histoire du Ramayana se déroule à une époque antérieure à celle de la naissance du Seigneur Krishna et des batailles du Mahabharata. Le Ramayana est un conte extrêmement populaire en Inde, au Népal, en Thaïlande, au Sri Lanka et dans tout le bouddhisme. Mais, ce n'est qu'un tas de petites querelles, dans l'ordre de la réussite familiale, de qui aura telle fille, parmi une bande d'aristocrates gâtés. Si une femme a mal tourné ou a été kidnappée, officiellement, dans l'histoire racontée dans le Ramayana, elle peut être réhabilitée et retrouver ses anciennes terres et son ancien mari et reprendre une vie normale avec eux. Oui, tous les hindous et les bouddhistes, plus d'1 milliard d'entre eux, connaissent cette histoire. Le monde de l'Inde ancienne, tel qu'il est dépeint dans les textes anciens, est un monde merveilleux. D'ailleurs, les façades des temples indiens regorgent de statues en grandeur nature, qui avec lasciveté, représentent les 36 positions amoureuses du Kama Sutra. Ce peuple ancien de l'Inde est plus enclin à l'amour qu'à la guerre, tout au moins à cette époque. La femme était souvent le sujet de querelles et de guerres entre les familles. Elle comprend des avions de combat, des machines volantes qui doivent être contrôlées par un opérateur et des systèmes d'armes sophistiqués qui peuvent être utilisés par l'opérateur à tout moment. Le monde de l'Inde ancienne, tel qu'il est décrit dans les textes anciens, est un pays merveilleux de grandes villes, de souverains puissants, de fêtes occasionnelles et de technologies incroyables, notamment de machines volantes. Cependant, ce monde est en grand contraste avec le monde de l'Inde ancienne qui est dépeint dans nos livres d'histoire actuels. L'Inde antique était beaucoup plus grande que l'Inde d'aujourd'hui. Elle s'étendait des frontières de l'Iran et de la Perse jusqu'à l'Afghanistan, la vallée de l'Indus et l'ensemble du sous-continent indien jusqu'à la frontière birmane. L'Inde ancienne est considérée comme l'un des Émirats les plus anciens et les plus influents de notre planète. Mais quel est l'âge de l'Inde ancienne? Les sources standards, comme Encyclopædia Britannica, disent que l'Inde a eu une période préhistorique, commençant vers -8000 ans avant notre ère, puis une période d'agriculture et d'élevage jusqu'à -4000 ans avant notre ère, et enfin, le début d'une civilisation harappan, apparaît dans la vallée de l'Indus, vers -3500 ans avant notre ère. La civilisation harappan, nommée d'après une ville antique de ce nom, même jusqu'à -1750 ans avant notre ère. Jetons un coup d'œil sur cette histoire qui fut la base de l'Inde, puis examinons-la dans le contexte des Vimanas. Concernant la civilisation de la vallée de l'Indus, les historiens modernes nous disent qu'il s'agit de la plus ancienne civilisation de la région, qui a commencé par des établissements sur les rivières et les canaux, avec des constructions en briques, dans la région du Sindh, de l'actuel Pakistan. Cependant, ces établissements fluviaux et canalisés n'étaient pas limités aux réseaux fluviaux, ils possédaient des ports dans le delta de l'Indus et le long de la côte du Gujarat. L'une de ces villes portuaires est Lothal, qui se trouve aujourd'hui à plusieurs mètres de l'océan, et une autre est Dwaraka, la ville dont est originaire le célèbre hindou Avatar Krishna, dont on sait qu'elle se trouve sous la ville moderne de Dwarka, dont l'orthographe est légèrement différente, dans l'état indien du Gujarat. La civilisation de la vallée de l'Indus était probablement la plus grande en termes de superficie de toutes les civilisations de l'Inde. Les guerres du Ramayana ont eu lieu aux environs de -4300 ans avant notre ère. Les guerres du Mahabharata aux environs de -3100 ans avant notre ère. La première guerre du Gobi aux environs de -2650 ans avant notre ère. La deuxième guerre du Gobi -2350 ans avant notre ère. Toutes ces guerres sont des guerres nucléaires. Les Vimanas. L'un des principaux indices de l'existence d'une civilisation avancée sur le plan technologique et scientifique dans la préhistoire, c'est la mention dans des textes sacrés hindous de machines volantes de guerre, appelées Vimana, faisant penser à des moyens de destruction massifs.
Le manuscrit indien intitulé Samarangana Sutradhara, lequel contient un paragraphe extraordinaire, sur une époque lointaine où des hommes sillonnaient les airs avec des vaisseaux aériens, et où des êtres célestes descendaient des cieux. Le passage du 5e volume du Mahabharata précise, infini est l'espace que peuplent les parfaits et les dieux, il n'y a pas de limite à leur demeure merveilleuse. Le Yantra Sarvava, attribué au sage Maharshi Bhardwaj, dont une section du Vimanika Prakarana est consacrée à l'aéronautique. 3 sortes de Vimana ou aéronefs sont mentionnées. 1. Les petits Vimana pour aller d'une ville à l'autre. 2. Les Puspaka plus gros pour aller d'un continent à l'autre. 3. Les engins beaucoup plus rapides pour aller dans l'espace et qui se déplacent entre les planètes. Ces engins devaient pouvoir s'immobiliser en un clin d'œil, être invisibles à l'ennemi, avoir la possibilité d'entendre les conversations à l'intérieur des nefs adverses et être capables de voir ce qui se passait à l'intérieur de celles-ci. Quant au manque de précision de la fabrication des engins, il tient au fait que nous sommes ici en présence que d'une transmission orale, d'un lointain passé. Dans de très vieux manuscrits hindouistes, ayant plusieurs milliers d'années, on peut découvrir de nombreuses descriptions de machines volantes, qui sont généralement appelées Vimana. Ces étranges machines sont décrites dans des ouvrages tels que le Rig Veda, le Mahabharata, le Ramayana ou le Purana. Les Puranas et le Mahabharata contiennent également de nombreux récits de plus petits Vimana, comprenant des appareils de loisirs apparemment conçus pour un seul passager. Ils étaient généralement utilisés par les Devas et les Upadeva. Ces drôles de véhicules semblent être si fréquemment mentionnés dans le Purana et le Mahabharata que l'on peut penser que ces appareils étaient assez courants pour les gens de l'ancienne culture védique. Le Mahabharata décrit le Vimana comme étant un char aérien avec des flancs de fer et bâti avec des ailes. Dans le Ramayana en revanche, le Vimana est un aéronef circulaire ou cylindrique équipé d'un double pont, de nombreux hublots et d'une coupole, et que celui-ci vole à la vitesse du vent en produisant un son mélodieux. Mais les Vimana étaient surtout fabriqués pour la guerre. D'après de vieux écrits hindouistes, il semblerait que des armes terrifiantes aient été utilisées par les différents belligérants. Utilisation d'étranges armes. Une description terrifiante extraite du Dronaparva, un énorme projectile flamboyant, brûlant d'un feu sans fumée, fut lancé. Une obscurité profonde enveloppa les troupes et les objets. Un vent terrible commença à souffler, d'épais nuages couleur de sang descendirent presque sur la terre, la nature semblait affolée et le soleil tournait sur lui-même. Les ennemis tombaient comme des arbustes détruits par les flammes, l'eau des fleuves devenait bouillonnante, et les êtres qui essayaient de s'y réfugier périssaient misérablement. Les forêts n'étaient plus qu'un seul flamboiement, et des milliers d'éléphants et de chevaux atrocement brûlés remplissaient l'air de barrissements et de hennissements, tandis qu'ils couraient affolés parmi les flammes. Après toute cette terrible confusion, une brise forte et fraîche dissipa la fumée et éclaircit l'horizon. Nous contemplâmes un spectacle terrifiant, sur le champ de bataille, brûlé par une arme épouvantable dont nous n'avions jamais entendu parler, des milliers de tués étaient réduits presque en cendres. Ce projectile puissant et terrible était dénommé l'arme d'Anyaya. Il ressemblait à un long fuseau pointu et était introduit dans un gros tube de guidage, dont la portée pouvait être réglée. Le Dronaparva mentionne aussi la foudre de fer, qui réduisit en cendres presque tous les membres de la race des Vrishnis et des Andaka. On disait, de l'arme de Brahma, qu'elle contenait la puissance de Dieu. Elle avait la forme d'un gigantesque bouclier concave, dont la partie intérieure était parfaitement polie et mobile, elle était montée sur une vaste plateforme munie de roues. Un rayon incandescent était utilisé. L'opérateur déroulait des câbles et les plongeait dans l'eau, ainsi qu'une prise de terre, probablement pour établir un bon contact. On lit, dans le Dronaparva, que le fils de Drona, ayant établi le contact, déchargea la Narayana, autre nom de l'arme.
cela provoqua des vents violents, des trombes d'eau, des tonnerres terrifiants, un tremblement de terre, le soulèvement des eaux par-dessus les digues, sans oublier les montagnes qui se fendaient. Le rayon frappait particulièrement les guerriers munis de cuirasses, ceux-ci devenant transparents et disparaissant, le rayon devait probablement désintégrer les cellules du corps. On peut voir ici une ressemblance certaine avec nos missiles de moyenne portée, munis de têtes nucléaires. Dans le Karna Parva, un témoin oculaire a raconté le bombardement auquel les engins volants des Rakshasas soumirent son peuple. Nous aperçûmes dans le ciel quelque chose qui ressemblait à un nuage écarlate, comme les flammes cruelles d'un feu ardent. De cette masse émergea un énorme vimana peint en noir qui lança de nombreux projectiles flamboyants, le bruit qu'il faisait en se rapprochant de la terre ressemblait à celui de 1000 tambours roulant tous ensemble. Le vimana se rapprochait du sol à une vitesse incroyable en lançant de nombreuses armes étincelantes comme l'or, des milliers de foudres accompagnées d'explosions violentes, et des centaines de roues de feu. Une arme secrète est aussi évoquée, la langue du destructeur, la sœur de la mort. Karna la braqua contre les Rakshasas. Le projectile étincelant s'élança vers le ciel nocturne, il y eut une explosion terrifiante, et les vimanas des Rakshasas furent réduits en cendres. Mais l'un des vimanas, seulement endommagé, détruisit l'arme meurtrière. L'arme avait disparu avec des centaines de guerriers, et à sa place, il y avait un grand trou dans le sol qui aurait pu facilement contenir 500 éléphants de guerre harnachés. Bombardement nucléaire contre l'empire de Rama. Les versets de l'ancien Mahabharata parlaient d'un projectile unique, chargé de toute la puissance de l'univers. Une colonne incandescente de fumée et des flammes, aussi brillantes que 1000 soleils roses dans toute sa splendeur. Une explosion perpendiculaire avec ses nuages de fumée s'échappait. Un nuage de fumée s'éleva après sa première explosion et forma en s'élargissant des cercles ronds ressemblant à l'ouverture de parasols géants. C'était une arme inconnue, un coup de foudre de fer, un messager gigantesque de la mort, qui réduisit en cendres la race entière des Elvrishnis et des Andaka. Les cadavres étaient tellement brûlés, à en être méconnaissables. Les cheveux et les ongles tombaient. Les poteries explosaient sans cause apparente, et les oiseaux devenaient blancs. Après quelques heures, toutes les denrées alimentaires étaient infectées. Pour échapper à ce feu, les soldats se jetaient dans les ruisseaux pour se laver eux-mêmes, ainsi que leur équipement. Jusqu'à ce que se produise le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, l'humanité moderne ne pouvait pas imaginer ce qu'il adviendrait avec ces armes horribles et dévastatrices décrites dans les textes des Indes anciennes. Pourtant, ils ont très bien décrit les effets d'une explosion nucléaire ou thermonucléaire. Empoisonnement radioactif, perte des cheveux et des ongles qui tombent. S'immerger dans l'eau donne un certain répit, si ce n'est pas un remède. Lorsque les fouilles de Harappa et Mohenjo-Daro ont atteint le niveau de la rue, ils ont découvert des squelettes éparpillés dans les villes. Au niveau de la rue, ils en ont retrouvé 44. Comme si un éclair aussi éclatant que 1000 soleils était venu soudainement frapper les habitants, qui n'ont pas eu le temps de se rendre à l'abri dans leur maison. Tous les squelettes étaient aplatis au sol. Un père, une mère et son enfant ont été retrouvés aplatis dans la rue, face contre le sol et se tenant toujours les mains. Et ces squelettes sont là depuis des milliers d'années, d'après les examens et analyses archéologiques. Quelle pourrait être la cause qui aurait pu engendrer une telle chose? Pourquoi les corps ne se décomposent-ils pas ou n'ont pas été mangés par les animaux sauvages? Par ailleurs, il n'y a pas de cause apparente de décès violent, provoqué physiquement. Ces squelettes sont parmi les plus radioactifs jamais trouvés, à égalité avec ceux de Hiroshima et Nagasaki. À un endroit, les savants soviétiques ont trouvé un squelette qui avait un niveau radioactif 50 fois supérieur à la normale. D'autres villes ont été trouvées dans le nord de l'Inde, qui montrent des indications d'explosion de grande ampleur.
Une telle ville a été trouvée entre le Gange et les montagnes de Rajmahal, semble avoir été soumise à une chaleur intense. D'énormes masses de murs et de fondations de l'ancienne ville ont fusionné, littéralement vitrifiées. Et comme il n'y a aucune indication d'une éruption volcanique à Mohenjo-Daro ou à d'autres villes, la chaleur intense pour faire fondre des vases d'argile ne peut s'expliquer que par une explosion atomique ou par une autre arme inconnue. Les villes ont été entièrement anéanties. Il est prouvé que l'empire de Rama, maintenant Inde, a été dévasté par une guerre nucléaire. La vallée de l'Indus est maintenant le désert du Thar, et le site de cendres radioactives trouvé à l'ouest de Jodhpur est dans les environs. Une épaisse couche de cendres radioactives, au Rajasthan, en Inde, couvre une superficie de 3 miles carrés, 10 milles à l'ouest de Jodhpur. Les scientifiques étudient le site, où un lotissement a été construit. Depuis quelque temps il a été établi qu'il y a un taux très élevé de malformations congénitales et de cancer dans la zone en cours de construction. Les niveaux de radiation enregistrés sont tellement élevés sur les jauges des enquêteurs, que le gouvernement indien a maintenant bouclé la région. Les scientifiques ont déterré une ancienne cité où on a trouvé les preuves montrant qu'une explosion atomique avait eu lieu. Cette cité datant de milliers d'années, passe de 8 000 à 12 000 ans, a été détruite, ainsi que la plupart des bâtiments et probablement qu'un demi-million de personnes a péri. On estime que la bombe nucléaire utilisée était de la taille de celle larguée sur le Japon en 1945. Un autre signe curieux d'une guerre nucléaire en Inde ancienne est un cratère géant près de Bombay. La quasi-circularité est de 2154 mètres de diamètre du cratère Lonar, situé à 400 km au nord de Mumbai et âgé de moins de 50 000 ans, pourrait être lié à la guerre nucléaire de l'Antiquité. On n'a retrouvé aucune trace de matière météorique sur le site ou dans le voisinage, et personne ne reconnaît qu'il y ait eu un impact dans le cratère et dans le basalte. Indication de grand choc avec une pression supérieure à 600 000 atmosphères et une intense chaleur brutale indiquée par des sphérules de verre basaltique, peut être établie à partir du site. En Inde, une cité vieille de 8000 ans est irradiée comme si elle avait subi une explosion nucléaire. Les radiations sont encore si intenses que la zone est extrêmement dangereuse. Le Mahabharata décrit clairement une explosion catastrophique qui toucha le continent. Un seul projectile chargé avec toute la puissance de l'univers. Une colonne incandescente de fumée et de flammes aussi lumineuse que 10 000 soleils et s'élevant dans toute sa splendeur. C'était une arme inconnue, un éclair de fer, un message gigantesque de mort qui réduisit en cendres une race entière. Les corps étaient si brûlés qu'ils étaient méconnaissables. En dehors de ces missiles flamboyants, le Mahabharata parle de l'utilisation de ces autres armes meurtrières qui fonctionnaient via un réflecteur circulaire. Lorsqu'il est allumé, il produit un puits de lumière, qui une fois la cible visée la consomme immédiatement de par sa puissance. Donc, il est fort à parier que les armes décrites sur le Vimana en Afghanistan peuvent attirer l'attention des gouvernements étrangers et du gouvernement américain. Les technologies scientifiques de l'Atlantide. La construction abritant la pierre ovale était surmontée d'un dôme dont une partie pouvait se soulever afin de capter le rayonnement des étoiles. La concentration à travers des prismes ouverts s'opérait de façon telle qu'elle agissait sur les instruments reliés à divers moyens de transport grâce aux technologies de l'induction qui présentaient des caractéristiques de contrôle assez semblables à celles que l'on appelle aujourd'hui télécommande grâce à des vibrations et directions radio. La puissance dégagée par la pierre agissait sur les forces motrices des moyens de transport. Le bâtiment était construit de façon à ce que le dôme puisse pivoter et se dégager totalement, afin de ne pas gêner l'application de l'énergie transmise aux divers vaisseaux, devant être propulsés dans l'espace, qu'ils soient dans le rayon de vision, ou dirigés sous l'eau.
La préparation de cette pierre était uniquement confiée aux initiés de l'époque, ainsi, les moyens de transport étaient propulsés par la concentration de rayons émanant de la pierre située au cœur de cette centrale. Le stockage des forces motivantes de la nature, émanant des grands cristaux, qui condensaient la lumière, les formes, les activités afin de guider non seulement les vaisseaux sur mer, mais aussi dans l'air, et d'autres commodités actuellement connues par l'homme, comme la transmission de l'image, du corps et celle de la voix. Et voici la façon dont était construite cette roche. C'était un grand cristal cylindrique. Il était taillé à facettes, de telle sorte que la pointe à l'extrémité du sommet concentrait toute l'énergie qui se rassemblait entre les deux extrémités du cylindre. La deuxième guerre du Gobi, racontée par les légendes chinoises, nous dit bien que Yi poursuivit ses agresseurs mais ne put détruire le 10e vaisseau aérien des Atlantes lors de la grande bataille, celle du Gobi. La vallée du Tar, domaine des Indo-Européens, alliés des Tokhariens, aurait très bien pu abriter ce 10e vaisseau. Il fallait donc détruire cette région aussi et l'on n'a plus jamais entendu parler de ce 10e vaisseau, ni de la Sarasvati non plus. C'est pour cela qu'il ne reste aujourd'hui que la vallée de l'Indus et le désert du Tar. On note d'ailleurs dans ce désert du Tar une radioactivité équivalente à celle du Gobi, un taux 50 fois supérieur à la normale. Cette vidéo est la propriété de Daniel Juillet Saint-Martin de Croix avril 2022.